Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément venus ici de leur plein gré. Ne vous en faites pas, on va quand même essayer que cette heure soit instructive et intéressante pour vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Paul Scheer, élève de première S. Donc si on vous a réunis aujourd'hui, c'est pour cette conférence qui va s'axer autour de notre smartphone et de notre corps. Donc comme vous avez pu le voir avec les caméras, ce sera là pour vous informer, mais également ce sera la production de notre TPE, donc je ne vous cache pas qu'on a un petit peu la pression, mais ça devrait le faire. Donc comme vous pouvez le voir à cette photo, le smartphone est sans doute devenu l'un des objets qui prend le plus de place dans le paysage moderne, ce qu'on n'avait pas par exemple dans les années 60 et 70. C'est pourquoi certains tentent à dire que le smartphone, ce condensé de technologie et d'efficacité en soi, et symbolise le XXIe siècle. Donc je vais vous laisser monsieur Rémi Delignon aussi présent pour faire une approche un peu plus en chiffres de l'expansion de cet objet au cours de la dernière décennie. Rémi, c'est à toi. Alors bonjour à tous, donc voilà, moi je m'appelle Rémi Delignon, je suis en première S, donc comme vous voyez du coup. Donc je vais commencer par ce magnifique graphique, ça va peut-être parler au ES de cette salle. Voilà. Donc on a un graphique qui va de 2009 à 2013, et donc là ça montre bien du coup que on a une véritable 6 fois plus de ventes entre 2009 et 2013, on n'ose même pas imaginer ce que ça pourrait être en 2018, c'est presque 10 fois plus je pense, et ça montre bien l'expansion du téléphone portable dans notre société aujourd'hui. Donc, bonjour, moi c'est Owen Lepelès-Potin, élève en première qui comme les autres. Je suis pour faire notre TPE, on a réalisé un sondage sur environ plus de 310 réponses. Et au cours de ces réponses, on a recueilli environ 50-50 de filles et de garçons. Et sur ces réponses, il y a 95% des gens qui possédaient un smartphone. Donc ce qui représente, qui montre bien la véracité des propos de Rémi et de Paul, que le smartphone est quand même très important dans notre société. Et parmi les personnes qui ont un smartphone, il y a environ 99% qui l'utilisent quotidiennement. Donc on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est vraiment devenu un outil indispensable de nos jours. Et pour ça, dans notre sondage, on a vu que 80% des gens pensent que c'est vraiment un outil indispensable et qu'on peut pas, et que seulement 56% des gens seraient capables de s'en passer. Donc c'est quand même énorme pour une technologie qui arrivait que depuis 10 ans. Donc alors voilà, le téléphone portable c'est génial, on peut faire plein de trucs avec, il y en a qui jouent aux jeux vidéo, il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui vont sur les réseaux sociaux, et encore, heureusement d'ailleurs, qu'il y en a qui téléphonent avec, c'est encore 63% des gens, parce que c'est quand même un téléphone portable, mais c'est quand même devenu quelque chose avec lequel on peut faire beaucoup de choses, et on pourrait peut-être même l'appeler le couteau suisse, le nouveau couteau suisse du XXIe siècle. Donc ce qui nous a poussé à nous interroger sur ce smartphone, c'est, vous avez tous sans doute entendu des choses qui parlaient de la fertilité ou de l'impact sur le cerveau, et donc on a voulu s'interroger, approfondir cela en détail pour vous éclaircir et nous éclaircir nous également. On a vu par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, l'expansion par exemple des filtres de lumière bleue, où vous avez sans doute parlé par exemple le Night Shift sur Apple ou Night Shift sur Samsung, ou encore les verres anti-écran, ou encore ce petit symbole que vous ne voyez peut-être pas souvent, en fait il est toujours là sur les pochettes de vos smartphones. En petit, il se fait oublier, mais on va voir qu'au final peut-être qu'il a une importance conséquente. Donc on va essayer de raisonner de manière assez scientifique quand même, c'est un peu le but, mais vous allez voir que ça va être quand même assez clair. Donc notre problématique de l'exposé, c'est en quoi l'usage quotidien du smartphone a un impact sur notre corps et sur notre vie en général. Donc premièrement, Rémi va vous parler du smartphone et de l'addiction au smartphone, des problèmes liés à cette addiction. Deuxièmement, Paul va parler de la lumière bleue et des problèmes que ça engendre sur nos yeux, et je vais vous parler finalement des ondes électromagnétiques et de tous les problèmes des ondes. Donc pour se recontextualiser, de plus en plus de médias comme Le Monde et France Info parlent de cette question du smartphone, de la nocivité qu'il pourrait avoir sur notre vie. Et les géants comme Steve Jobs et Bill Gates ont même interdit à leurs enfants qui ont 14 ans
l'utilisation des réseaux sociaux et justement des smartphones, alors qu'ils sont eux-mêmes créateurs de cette technologie. On peut se poser justement la question pourquoi ils font ça. Et pour la première partie, je vais laisser la parole à Raymond. Merci. Alors, donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous parler du cerveau, de tous les impacts, peut-être pas tous, mais en tout cas la plupart des impacts que pourrait avoir le téléphone portable sur notre cerveau. Donc je vais commencer par faire des constats qu'on voit dans la société d'aujourd'hui, que ce soit à l'étranger ou en France même. Et donc après, je vais essayer de répondre à la problématique que posent ces constats à partir d'une recherche dessus. Donc déjà, on va se remettre dans le contexte. En France, la moyenne, c'est 26,6 fois que les personnes regardent leur portable par jour, et ça double chez les jeunes, donc 18-24 ans, mais je pense que ça touche aussi les gens de cette salle. Donc ça double et ça va jusqu'à 50 fois par jour. Donc on va bien donc, se poser la question de est-ce que le portable va prendre une place énorme dans notre vie, et donc du coup va peut-être prendre, pourquoi pas, possession de notre cerveau, et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça juste après. Donc, le premier constat qu'on peut faire, c'est le constat de la nomophobie. Donc, la nomophobie, c'est nomophobia, c'est une nouvelle maladie qui est arrivée, donc qui n'est pas encore officialisée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, mais c'est une maladie qui est bien là, et dont les principaux symptômes sont déjà l'angoisse à être éloigné de son téléphone portable, l'angoisse à avoir une batterie faible ou un réseau faible, et donc du coup ça entraîne une utilisation incessante du téléphone, et donc évidemment ça peut avoir des impacts sur notre cerveau, parce que rester tout le temps devant un petit écran comme ça, c'est un problème, et donc on va vous expliquer pourquoi après. Du coup, il y a une étude britannique qui nous montre ça peut concerner 53%, donc c'est potentiellement 53% des personnes en Bretagne qui pourraient être concernées, mais du coup en France, pour moi, je pense que c'est la même chose. Et donc 53 personnes qui pourraient être concernées par cela. Et donc ça peut aller, pour l'angoisse, ça peut aller d'un rendez-vous chez le dentiste pour certains le jour de leur mariage, par exemple. Donc on renforce ça, du coup, cette remarque par notre étude. Donc on a une question: votre smartphone se trouve-t-il à portée de main lors de votre sommeil? Et donc il y a 60% des personnes qui ont répondu oui. Donc ça montre bien l'omniprésence du smartphone, et du coup peut-être l'omniprésence du smartphone chez les gens. Et donc peut-être un peu plus rassurant, la deuxième question, mais quand même présente, c'est quand même 31% des personnes, donc forcément des gens dans cette salle, qui utilisent le portable la nuit lors de courts instants d'éveil ou d'insomnie. Ensuite, deuxième constat qu'on peut faire, c'est le constat qu'a fait Annie Dukanda, donc c'est une médecin généraliste, une simple médecin généraliste de quartier, qui a fait le constat que depuis 5 ans, c'est de plus en plus d'enfants qu'elle voit, de petits-enfants en bas âge, donc de 0 à 4 ans, qu'elle rencontre, et en fait qui ont développé des symptômes presque de l'autisme, peut-être pas autant pour tout le monde, mais en tout cas certains de l'autisme, à cause de la surexposition aux écrans, et notamment au téléphone portable de leurs parents. Donc elle a aussi été suivie par une tribune dans le journal Le Monde de plusieurs scientifiques. Donc en fait le problème, c'est que les enfants ils sont déjà exposés aux écrans tout le temps dans la maison. En moyenne les gens les foyers, il y a 6 écrans par famille en fait, et donc du coup les enfants sont exposés tout le temps aux écrans. Donc la télé allumée en permanence, des choses comme ça, et même aussi indirectement par leurs parents qui sont justement sur leur portable et qui n'ont pas de contact avec les enfants. Les contacts étant les contacts pour le comportement des enfants, et du coup quand ils grandissent, c'est très important, parce que pour leur développement c'est très important, parce que en fait la base du développement d'un enfant, c'est le contact entre le parent et l'enfant, ou les autres personnes et l'enfant. Et donc c'est grâce à ça qu'il va grandir et qu'il va développer des capacités intellectuelles. Et donc s'il n'a plus ça, si les parents sont tout le temps sur leur portable, et ils ne se développeront peut-être moins bien. Et donc il y a certains cas, pour les plus extrêmes, à 4 ans ils ne savent pas lire. On a du mal à les scolariser. Donc ça existe en France, il y en a certains. Quand on leur enlève leur écran, ils pleurent, et du coup on est obligé de leur laisser. Donc du coup c'est évidemment un problème d'argent pour l'État, et aussi une baisse du niveau scolaire, et peut-être si on n'y remédie pas, une baisse générale du niveau scolaire.
Donc pour certains, c'est un problème de santé publique. Et ensuite, dernier constat, c'est le constat de l'hyperactivité que pourraient avoir, les smartphones sur notre attention, et du coup, ça pourrait développer des symptômes de l'hyperactivité. Donc l'hyperactivité, c'est une maladie que souvent qu'ont les plus jeunes, et donc c'est par exemple, on a des pertes d'attention très souvent, ce qui on ne peut plus être concentré sur une chose, et on doit faire beaucoup de choses en même temps pour pouvoir être peut-être heureux. Enfin, voilà. Donc du coup, ce constat qu'a fait, ça s'appelle Kostanin Kushlev, donc c'est une personne de l'université aux États-Unis, qui a fait une étude en fait sur tous les étudiants de son université, donc 220 étudiants. Il leur a demandé une semaine de minimiser, vraiment, ils ont enlevé toutes les notifications de leur portable, mais en le gardant dans leur poche. Et à la fin de cette semaine, ils ont rempli un questionnaire donc sur leur comportement, et voilà. Et la deuxième semaine, ils ont activé le plus possible leur notification. Et donc le constat est très clair avec les questionnaires, c'est que l'attention lors de la deuxième semaine, la deuxième semaine où ils avaient leur portable allumé avec la notification, ils avaient des baisses de l'attention et du coup du plus de mal à se concentrer, que ce soit en cours et même peut-être du coup plus de mal à dormir ou des choses comme ça. Mais après on peut parler peut-être de symptômes de l'hyperactivité, mais il y a cette personne, Gabriel Wall, donc c'est un peu le psychiatre qui nuance les recettes de cette recherche, parce qu'en fait un symptôme c'est quelque chose qui dure dans le temps, et là en fait ça s'arrête quand on utilise plus son portable, les symptômes s'atténuent. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de maladie, je ne sais pas, mais en tout cas si on a tout le temps son portable dans la main, les symptômes ne vont pas s'arrêter. Et donc pour la deuxième partie, je vais du coup m'intéresser à pourquoi on est addict, pourquoi on aurait des problèmes d'apprentissage, pourquoi on aurait des problèmes d'attention en utilisant un téléphone portable. Donc on va s'attarder sur l'étude du cerveau. Donc le cerveau, vous savez tous, c'est le centre de notre corps, c'est là où tout se décide. C'est lui qui va recevoir les stimuli, donc avec nos cinq sens. Donc c'est lui qui va enregistrer toutes les expériences avec la mémoire, et aussi qui va engager nos capacités motrices, entre autres, parce qu'il y a vraiment plein d'autres choses, l'humeur, qui sont grâce à ce cerveau justement. Et donc tout ça grâce à un réseau de milliards de neurones, donc 100 milliards de neurones dans notre cerveau, qui sont reliés entre elles par des synapses pour communiquer entre elles et du coup engager toutes ces actions. Donc pour en fait une neurone pourrait communiquer avec une autre, c'est un message électrique, et pour passer d'une neurone à une autre, il faut le transformer en message chimique. Et donc ce message chimique, il passera par du coup plusieurs sortes d'hormones, et donc ça dépend ce qu'on veut faire avec. Par exemple, si c'est un message pour la mémorisation, ce sera l'acétylcholine qui sera synthétisée par le cerveau pour faire passer chacune des informations. Et donc par exemple pour l'endorphine, pour les sportifs par exemple, ça sera l'endorphine qui sera mis pendant une compétition par exemple, ou lors de rapports sexuels par exemple, ça sera l'ocytocine qui nous apportera du bien-être. Mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la dopamine et le rôle qu'elle a sur le circuit de récompense de notre cerveau, et donc ce qui va entraîner nos addictions. Donc le circuit de récompense, de base, ça n'a rien de méchant, c'est quelque chose qui permet notre survie en fait de base, parce que c'est lui qui enregistre toutes nos expériences à connotation positive. Donc par exemple, grâce à lui, on sait qu'un point d'eau est là-bas, en tout cas pour les hommes préhistoriques à la base, et maintenant pour nous, c'est par exemple, on sait que le frigo est là-bas, on va aller manger dedans, on sait que notre lit est là, et que ça nous donne peut-être du bien-être, une petite récompense, et du coup on sait que c'est là. Donc il marche comme ça, ce circuit de récompense, il part de l'aire tegmentale ventrale, donc là où est synthétisée la dopamine, il va dans le noyau accumbens, et il va au lobe frontal, là où on va engager du coup les capacités motrices. Donc pour l'instant ça va. Bon, par exemple, moi je vois dans un magazine un gâteau de chocolat, je me dis ah tiens, ça me donne super envie, je vais aller manger un gâteau de chocolat. Donc dans mon circuit de récompense, ça synthétise de la dopamine, ça va aller jusque dans le lobe frontal, et du coup je vais aller me déplacer
pour aller manger le gâteau au chocolat. Donc ça, pour l'instant, tout va bien. Bon, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, le problème qui peut être lié à ça, c'est quand il y a trop de dopamine. Quand il y a trop de dopamine, et ben, ça va engager un certain processus de défense du cerveau. Et en fait, c'est de là que vont venir les dépendances et les addictions. Donc là, on a par exemple donc une synapse qui marche normalement, donc avec les récepteurs, ça passe d'un neurone à l'autre, tout va bien. Mais quand il y en a trop, et ben, les récepteurs vont se rentrer, et du coup, le cerveau va toujours en demander plus pour avoir toujours plus de bien-être. Et donc, c'est ce qui est à l'origine donc, des addictions. Donc, par exemple, la cigarette, ça va nous donner beaucoup de bien-être, beaucoup de dopamine, et du coup, ça va nous rendre addict petit à petit. Pareil, que ce soit pour les jeux vidéo, pour l'alcool, et plein de choses comme ça. Mais il n'y a pas que la dopamine qui joue ce rôle-là, ça peut être aussi l'ocytocine, pour le rapport avec les autres, par exemple. C'est ce qui pourrait expliquer qu'on se sente mal quand on est loin d'une personne qu'on aime, par exemple. Mais donc là, on va rentrer du coup dans le vif du sujet où le rapport avec le portable, en fait. Qu'est-ce que ça a un rapport, le circuit de récompense avec le portable? Et en fait, le rapport, c'est qu'en fait, le portable nous apporte plein de petites récompenses. Donc par exemple, un tel a aimé notre profil, j'ai reçu une invitation sur Facebook par exemple, où je finis un niveau sur un jeu comme Candy Crush, bon, j'en sais rien, c'est plein de trucs comme ça. Et même les petites flammes sur Snapchat qui nous rapportent une petite récompense chaque jour. Et du coup qui développe. Donc si on a une récompense par jour, bah c'est pas grave, ça va marcher très bien dans notre cerveau. Et quand il y en a trop, c'est l'accumulation qui va nous rendre addicts en fait, bah, comme quand on fume une cigarette, on devient addict, on ne peut plus s'en passer. Et du coup ça apporte une véritable. On veut tout le temps utiliser notre portable, on veut avoir des notifications. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même quelque chose de découvrir le portable qui s'allume, hop, on va aller le prendre. Donc c'est comme ça, et donc du coup ça amène évidemment donc une utilisation trop d'utilisation du smartphone, et donc tout ça a des atteintes au cerveau. Et donc ces atteintes au cerveau, ça peut être par exemple certaines parties du cerveau qui sont atrophiées par le développement d'autres parties, et donc ça peut amener plein de symptômes comme des humeurs bipolaires, ou même justement pour les enfants ça gêne l'emmagasinement des informations, et quand même quand ils grandissent, les enfants, c'est là où le cerveau va se développer le plus, et donc ça peut vraiment avoir des impacts sur leur futur. Et donc maintenant, je vais vous parler de l'attention en fait, du coup, parce que quand on utilise un portable, ça va gêner votre attention, et je vais vous le prouver maintenant. Donc à l'aide d'une petite vidéo. Donc, dans cette vidéo, il faudra donc que vous tous vous comptiez le plus précisément possible le nombre de passes que fait l'équipe blanche. Donc, il va y avoir deux équipes. Une équipe avec un maillot blanc qui fera des passes de basket. Et bien, vous devrez compter le plus précisément possible combien ils font de passes. Voilà, je lance. Donc, 1, 2, voilà. Donc, concentrez-vous bien. Alors, combien vous avez eu de passes? 15. Et est-ce que du coup vous avez vu l'ours qui est passé au milieu de... Pas l'ours, le singe qui est passé au milieu? Vous l'avez vu ou pas? Non? Il y en a qui l'ont pas vu, il y en a qui l'ont vu. Et ben en fait, donc je peux vous le remontrer d'ailleurs. Je vais remettre la vidéo. Hop. Donc qui n'a pas vu le singe? Qui n'a pas vu le singe? Ah, vous êtes nombreux. Et ben vous pouvez voir un moment dans la vidéo, enfin, c'est pas un singe, mais c'est quelqu'un qui est déguisé en singe, qui passe au milieu comme ça, c'est une petite danse qui repart. Et donc cette vidéo, elle nous montre bien que le cerveau il peut se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc là je vous ai demandé de compter les passes, vous avez compté les passes et vous n'avez pas pu vous concentrer sur les autres choses qui se passaient autour. Donc là ce petit schéma vous montre bien, le cerveau ne peut avoir qu'une seule chose, donc c'est un cerveau qui est monotage en fait.
il peut faire quelque chose à la fois. Et donc, si on fait plusieurs choses en même temps, j'ai mon portable dans la main et je suis par exemple, je sais pas, je suis à la plage, j'ai mon portable dans la main, et ben le portable, le cerveau va pas comprendre, on est à deux endroits en même temps, qu'est-ce qui se passe? Ça peut peut-être du coup plus le fatiguer et moins, par exemple, si je l'utilise dans un intercours, il va pas trop comprendre le cerveau ce que je fais, est-ce que je marche, est-ce que j'utilise mon portable, et du coup ça va avoir des impacts sur notre attention. Notre attention en cours par exemple, on va mettre plus de temps à se reconcentrer, on va mettre c'est en moyenne 7 minutes pour retourner, se reconcentrer dans un cours, donc c'est quand même un problème, donc c'est pour ça que du coup on a quand même plusieurs techniques donc pour limiter cette utilisation du portable et limiter tous ces problèmes liés à l'attention, liés à tout ça. Par exemple pour les enfants, éviter qu'ils deviennent addicts à leur portable ou les écrans dès plus jeune âge, donc c'est la technique du 3, 6, 9, 12, donc apprivoiser les écrans en fonction de l'âge, donc petit à petit. Aussi, et puis très simplement, mettre votre portable en mode silencieux, le poser un peu plus loin, et puis pour les plus addicts d'entre vous, évidemment, il existe ce petit boîtier où vous pouvez mettre en cache votre portable pendant 30 minutes, et puis après le retrouver après. Je serai très content, mais voilà. Donc c'est tout pour moi, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, parce que là, c'est là que je vous laisse Paul, qui va vous parler de la lumière bleue. Donc voilà, de retour. Donc moi, ici, si je suis là, c'est pour vous parler de la lumière bleue. Alors la lumière bleue, qu'est-ce que c'est? On s'est rendu compte qu'au final, on entend beaucoup parler autour de nous, mais dans notre sondage, il y a quand même 40% des personnes qui ne savent pas ce que c'est, ou alors qui ne connaissent pas ses réelles caractéristiques et ce que ça peut engendrer. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer tout simplement ce que c'est que la lumière bleue. Alors, ici, vous avez le spectre visible de la lumière. Donc, la lumière bleue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette zone ici qui se situe entre 390 nanomètres et 500 nanomètres. Donc, cette lumière bleue, elle peut être produite par le smartphone, c'est un peu le but du TPE, ou sinon par le soleil, comme vous pouvez le voir ici avec le spectre. Donc, vous me direz, pourquoi s'être intéressé à la lumière bleue plus qu'aux autres lumières? Pourquoi prendre une radiation verte ou une radiation rouge? Pourquoi cette lumière? Et bien tout simplement pour ça, nous avons effectué une expérience qui se constituait à prendre un verre photochromique. Alors un verre photochromique, ça ne doit pas être compliqué en soi, mais en fait c'est un verre qui va se teinter en fonction de l'énergie de la lumière reçue. Ce que vous avez par exemple avec les lumières anti-écran, etc. C'est-à-dire que plus la lumière envoyée va avoir une énergie importante, plus le verre va avoir tendance à se teinter. Ici, sur ce verre, donc, nous avons envoyé deux lasers, un laser vert et un laser rouge pendant un laps de temps de 10 secondes. On voit que le verre ne se teinte pas. C'est-à-dire que l'énergie délivrée reste quand même assez pauvre. De l'autre côté, donc on a pris le même verre exactement, on a fait le même test avec un laser bleu. Et là, on voit toute la différence. Donc on les a laissés tous les 10 secondes. Ici, le verre se teinte, et ici, le verre se teinte, et ici, il ne se teinte pas. Ce qui prouve que l'énergie délibérée par la lumière bleue est beaucoup plus importante que celle de tout le spectre qui se trouve ici. C'est ce qui va nous intéresser dans cette première partie où on va voir l'impact de la lumière bleue sur la vision. Alors, la vision, petit rappel de cours. Je pense peut-être que vous pourrez m'aider un petit peu. Alors, ici donc, il y a la lumière qui arrive et ici, il va y avoir une espèce de lentille qu'on appelle le... Très bien. Après, donc le cristallin, il cherche à faire converger du coup la lumière vers la rétine, tout à fait. Et ici, il y a deux types, donc une fois comme ça, c'est la rétine, ici il y a les cellules ganglionnaires et ici les photorécepteurs qui sont les cônes et les bâtonnets. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc les cônes, donc sur cette rétine, on trouve du coup des cônes et des bâtonnets. C'est les photorécepteurs. Leur rôle, ça va être de prendre cet influx lumineux et de transformer le message lumineux en message nerveux en passant par les cellules ganglionnaires et de le retransmettre au cerveau. Ça, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est ces petites choses-là. Ces cônes et ces bâtonnets. Donc les bâtonnets, ils vont servir à voir en nuances de gris, principalement. Ils sont 100 millions sur la rétine. Et les cônes, eux, ils sont 3 millions et ils vont voir en couleur. Donc c'est leur principale différence. C'est-à-dire que les bâtonnets, on va plutôt les utiliser lorsqu'il fait nuit, pour voir en différentes nuances de gris. Leur acuité de vision ne va pas être très importante, alors que pour les cônes, lorsqu'on va avoir beaucoup de lumière, et là,
l'acuité va être accrue, on va voir toutes les couleurs, du jaune, du vert, du rouge, et on va vraiment distinguer toutes les formes. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va s'intéresser donc à la DMLA. Qu'est-ce que c'est? Donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, tout d'abord, qui dit maculaire dit macula. Qu'est-ce que c'est que la macula? C'est, donc dans cette rétine, il y a une petite zone, une petite dépression qu'on va appeler la macula. Elle constitue la zone d'acuité maximale. C'est là qu'on va voir le mieux en fait. Et c'est là que se trouve la plupart des cônes. Donc, la lumière, elle va arriver, toute la lumière. Donc là, je vous ai représenté la lumière bleue, mais vous doutez bien qu'il n'y a pas que la lumière bleue qui arrive dessus. C'est toute la lumière du soleil, peu importe laquelle. Et elle va venir taper cette macula. Le problème, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est que la lumière bleue est beaucoup plus chargée en énergie. Vous me direz, oui, mais il y a la lumière bleue du soleil et la lumière bleue du smartphone. Mais le problème, c'est que la lumière bleue du smartphone, en plus de cela, elle va venir taper encore plus fort. C'est-à-dire que vous avez le soleil qui endommage déjà votre rétine, et bien de fait d'avoir votre smartphone encore plus près, ça va faire une dose de lumière bleue encore plus importante. Et vous verrez, donc, quelles sont les causes de cette... qu'est-ce que ça va engendrer, cette dégénérescence maculaire. Donc là, ici, on a une macula en bon état. Donc, on voit de cette façon. Et ici, on a une macula en plus mauvais état. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est un peu moins joli. Mais le problème, surtout, c'est notre vision, l'impact que ça va avoir. Là, donc là, vous voyez qu'on ne voit plus au centre. Ici, c'est vraiment un stade avancé. Mais au départ, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on va plus bien percevoir l'image et que le centre de l'image va être brouillé. Donc voilà. Donc je ne dis pas que le smartphone, la lumière du smartphone, crée la dégénérescence maculaire liée à l'âge, parce qu'on est bien d'accord, c'est une maladie qui vient avec la vieillesse, mais elle va l'accentuer. C'est-à-dire, au lieu de la voir à 50-60 ans, si on regarde trop notre téléphone, eh ben, on va plutôt la voir autour de 40-45 ans. Donc ensuite, second souci, c'est ce qu'on va appeler la fatigue visuelle numérique. Donc la fatigue visuelle numérique, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que donc il y a plusieurs séquelles, on va dire. Donc pour commencer, vous êtes bien conscient que quand vous regardez votre téléphone devant vous, mais à côté il y a la lumière qui arrive. C'est-à-dire que l'œil doit se focaliser sur notre téléphone, mais aussi sur toute la lumière qui est autour. Et ça va engendrer plusieurs soucis. Tout d'abord, souvent le téléphone, quand vous le tenez, on est d'accord, vous le tenez à 50 cm de vos yeux, voire plus près. Et la chose, c'est qu'on parlait du cristallin tout à l'heure, c'est le cristallin, du coup, il va avoir tendance à se bomber, et au final, il va perdre son élasticité, et ça va vous faire mal aux yeux. C'est-à-dire, regardez votre main pendant environ 2 minutes à 50 cm de vous, vous verrez que ça commence à faire mal au bout d'un moment. Après cela, donc, face à cet influx lumineux et cette image qu'il doit réguler en permanence, l'œil va ordonner, enfin le cerveau après va ordonner l'œil de cligner beaucoup moins des yeux. C'est-à-dire qu'on va passer de 20 clignements par minute à 10 par minute environ. Et cela va engendrer, du coup, des picotements, des yeux secs. Et le problème, c'est que s'il y a de l'eau sur les yeux, c'est pas pour rien, c'est pour humidifier le globe oculaire, pour vous permettre de regarder à gauche, à droite, sans forcément vous faire mal, et que tout cela se passe dans les meilleures conditions. Donc voilà pour cette partie sur la vision. Maintenant, on va attaquer quelque chose d'un peu plus compliqué. J'espère que vous n'êtes pas trop lâché. Donc c'est l'impact de la lumière bleue sur notre cycle biologique. Donc, tout d'abord, comment la lumière bleue est-elle diffusée? Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais parler du smartphone et du soleil, mais on va revenir un peu plus en détail pour que vous compreniez bien les différences majeures entre les deux. Alors, le ici, donc on a pris avec un spectroscope, on voit le spectre du smartphone, ici basé sur un fond blanc. Donc, on voit bien le rayon bleu, le rayon vert et le rayon rouge, qui font en fait nos smartphones fonctionnent sur le principe de la DEL ou LED que vous avez sans doute dû voir en physique. Et ici du coup on a affaire à une intensité constante, c'est-à-dire que lorsque vous allumez votre téléphone, vous aurez toujours ces 3 rayons qui seront plus ou moins importants en fonction de l'intensité de votre lumière bien évidemment, mais ils seront toujours présents. Alors que le soleil, bon là, je vous apprends rien, mais c'est juste pour vous montrer vraiment. Donc c'est-à-dire qu'à 8h du matin, il n'y a rien pour l'instant. Ici, à 9h du matin, on va voir les premiers rayons qui commencent à se lever. On voit ici que le spectre est beaucoup plus riche, on a toutes les couleurs, et ici on n'en a que 3. Donc ça commence à se lever, et à 13h,
le spectre est à son maximal, donc on a ici affaire à une intensité évolutive. Et vous verrez que ça prendra tout son sens dans ce que je vais vous faire découvrir tout de suite. Alors, l'impact donc de la lumière bleue sur notre rythme biologique. Alors, le rythme biologique, qu'est-ce que c'est? C'est la chose qui va permettre à notre corps d'activer certains mécanismes en fonction du moment de la journée auquel nous nous trouvons. Il a été découvert par la première fois par un certain Franz Hochberg. Bon, ça ne va pas vous avancer à grand chose, mais la chose qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en fait, en fonction des moments, on va activer plus ou moins certains mécanismes. C'est-à-dire que, imaginons qu'à 14h30, en principe, notre corps a une meilleure coordination. À 8h du matin, vous venez juste, vous arrivez en cours, vous avez plus de mal à vous mettre en place, ou à 4h30, la température du corporel va être la plus basse. Voilà, c'est des exemples, c'est tout un ensemble qui va être déclenché en fonction du moment de la journée auquel nous nous trouvons. Voilà. Donc, maintenant je vous parle du cycle circadien, mais quelque chose de plus concret, où est-ce qu'il se trouve ce cycle? Eh bien, il va se situer ici, au centre du cerveau. Donc, je ne vais pas vous reparler du cerveau parce que Rémi, vous a déjà fait comprendre son importance tout à l'heure. Donc, au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle une petite zone, l'hypothalamus. Donc, elle est petite par sa taille, mais elle est importante par ses capacités. Donc, cet hypothalamus, c'est lui qui va régler en fait toutes les hormones qui vont engendrer la meilleure coordination, la meilleure vitesse de réaction, c'est-à-dire que des messages nerveux vont être envoyés dans ce cerveau-là, dans cette partie du cerveau-là, et l'hypothalamus va transformer toutes ces informations en hormones qui vont activer une meilleure vitesse de réaction ou autre en fonction du moment de la journée où nous nous trouvons. Donc pour illustrer cela, donc on a un schéma de l'évolution de la cortisol et de la mélatonine en fonction du moment de la journée. Donc vous verrez que la mélatonine, on reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais juste pour vous montrer qu'en fait, en fonction du moment de la journée, il y a plus ou moins certaines hormones qui sont sécrétées. Ici on voit en plein jour, on a beaucoup de cortisol et beaucoup moins de mélatonine, et lorsqu'il fait nuit, on a beaucoup plus de mélatonine et beaucoup moins de cortisol. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la lumière bleue et son impact du coup sur ce cycle biologique. Alors, donc on reprend notre petit schéma de tout à l'heure, sauf que là, on ne va pas s'intéresser à ce qui se trouve ici, on va s'intéresser plutôt à ces cellules-là. Donc les cellules ganglionnaires, celles qui, en principe, sont censées faire le lien entre les photorécepteurs et le nerf optique qui va acheminer l'information au cerveau. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces cellules ganglionnaires? Et bien, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des cellules à mélanopsine qui vont capter l'intensité de la lumière bleue et plus précisément celle de la lumière bleue. En fonction de cette intensité, le message va être transmis et va arriver du coup dans notre cerveau et va l'informer du moment de la journée auquel nous nous trouvons. Imaginons que l'intensité est importante, alors le cerveau se dit il est midi ou il est 13h. Et ensuite, cela va engendrer plein de messages comme le système nerveux, les performances cognitives. Ça va avoir un impact important. Voilà. Donc en gros, voilà, l'information de la lumière bleue relayée va donc impacter le fonctionnement de notre cycle circadien. C'est ce pourquoi cette petite partie du spectre qu'on a vu tout à l'heure est si importante. Donc, je vais parler du cycle circadien et maintenant, on va s'intéresser un peu plus en détail sur un de ces aspects, le cycle du sommeil. Alors, le cycle du sommeil, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Voilà. Le cycle du sommeil, c'est ça. Ça se sépare en plusieurs phases. Et ici, vous voyez, avant d'arriver à l'endormissement, ils l'ont pas mis, mais on met environ 1 heure, 1 heure et demie. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est tac, tac, voilà. C'est ces petites phases, la phase de sommeil profond à très profond. Pendant ces périodes-là, donc, on va être sécrété de la mélatonine. C'est grâce à elle d'ailleurs qu'on va pouvoir, l'hormone dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est grâce à elle qu'on va pouvoir parler de sommeil réparateur. C'est elle qui va faire qu'on est bien reposé et en même temps, lorsque la mélatonine est sécrétée, elle va engendrer également la sécrétion d'hormones de croissance. Donc c'est pour ça que lorsque vous dormez, si vous n'avez pas ces phases-là, et ça risque d'être compliqué. Donc pour faire un lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, la lumière bleue va donc informer notre cerveau du moment de la journée que nous nous trouvons. Et donc, s'il n'y a pas de lumière, notre cerveau va commencer à tomber dans une phase d'endormissement et au final, va, dans ces phases d'endormissement, sécréter ces phases de sommeil profond et très profond. Donc, quelles sont alors les conséquences de cela? Imaginons que vous utilisez votre téléphone, il est 23h, vous utilisez encore votre téléphone. Eh bien, dans votre tête,
il fait jour, c'est encore le feu, c'est la fête. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va sécréter des hormones en fonction de la journée. Il va avoir une capacité, par exemple, à réfléchir ou autre accrue, comme s'il faisait jour en fait. Et au final, ce qui va vous faire que, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que le cycle du sommeil met du temps à se mettre en place. Et si vous vous endormez et à 23h, vous coupez votre smartphone, et ben vous n'allez pas vous endormir directement. Ce qui fait qu'imaginons, là c'est caricatural bien évidemment, mais à 2h du matin, vous aurez du mal, parfois vous vous réveillerez, vous n'arriverez pas à dormir tout court, et à 14h, vous serez complètement fatigué. Parce qu'en fait, cela, à la longue, si vous continuez d'utiliser votre smartphone à des horaires qui ne sont pas propices à ceux du soleil, je dis bien à la longue, cela peut finir par dérégler complètement votre système hormonal, et donc à la longue aboutir à une fatigue, une mauvaise humeur permanente ou à une dépression. Bien évidemment, c'est que si vous faites, imaginons que vous couchez tous les soirs à 1h du matin et vous utilisez votre smartphone, parce que sinon, je vous rappelle que le cerveau c'est quand même une machine intelligente qui est capable de s'habituer. Mais il ne faut quand même pas en abuser, parce que au final, on peut avoir des séquelles importantes, et surtout, c'est surtout la cause de beaucoup de fatigue chez les jeunes. Donc voilà. Donc face à cela, bien évidemment, tout problème a sa solution, et donc tout d'abord, la première solution, elle va pouvoir être peut-être assez simple, c'est juste d'essayer d'éteindre votre smartphone aux alentours de 20-22 heures. C'est-à-dire pas trop être décalé par rapport au cycle du soleil pour que vos hormones soient bien régulées. Ensuite, par rapport à ce cycle à vos yeux, ici donc c'est l'exemple du chez Apple, mais il y a exactement ça chez Samsung ou autre, c'est les filtres de lumière bleue qui vont couper un peu cette partie du spectre bleu pour vous permettre du coup à vos yeux de recevoir moins d'intensité, et donc peut-être du coup au final à vos hormones de mieux se réguler, parce que hop, et voilà. Et la dernière, celle qu'on a vue tout à l'heure, le vert photochromique qui va plus ou moins se teinter en fonction de l'intensité libérée par la lumière. Voilà, donc maintenant je vais laisser la place à Monsieur OL qui va vous parler un peu plus en détail des ondes et des ondes électromagnétiques. OL, c'est à toi. Ah, le petit caprice du direct, excusez-moi. Bon bah voilà, donc ok. Bon mais c'est pas grave, ça va venir, hein, c'est juste... c'est pas comme si on avait réalisé 3 heures hier. Donc vas-y OL, c'est à toi. Donc rebonjour, moi je vais vous parler de l'effet des ondes sur notre corps et du coup sur la santé. Donc d'abord, premièrement, on va se remettre, comme on l'a vu précédemment, le marché du téléphone mobile est en expansion, notamment au cours de ces 10 dernières années, avec la démocratisation du smartphone, avec l'iPhone qui est apparu en 2007, vous connaissez sûrement tous. Et ce qui nous intéresse nous, c'est que le nombre d'abonnements mobiles justement a aussi augmenté. Il est passé à 7,4 milliards en 2016, ce qui représente plus de 90% de la population mondiale. Et cette promesse justement de l'instantanéité et tout ça a fait qu'il y a eu un développement des réseaux téléphoniques. Donc on pouvait voir en 1986 le premier réseau qui a été créé qui s'appelait Radiocom 2000 avec la première génération, puis qui a été vite remplacé par la GSM qu'on utilise toujours actuellement, qui a vu en 90 à l'arrivée de la deuxième génération, puis dans les années 2000 la 3G et la 4G qui ont amené la connexion internet qu'on peut utiliser en déplacement, donc que vous connaissez tous. Et ça va aboutir en 2020 avec la 5e génération qui sera 1000 fois plus rapide que la 4e génération, que la 4G actuelle. Donc on pourra voir des vidéos en 4K alors qu'on sera en déplacement. Donc du coup ce que je disais, c'est que le fait qu'on évolue de plus en plus, ça entraîne la multiplication des antennes, et ça entraîne aussi la multiplication tout autour de nous des ondes électromagnétiques, et on est de plus en plus touché, que ce soit même chez nous avec des émetteurs comme la box Wi-Fi, ou même jusque dans nos poches avec nos téléphones portables justement. Et il y a justement, depuis quelques temps, il y a des personnes qui se plaignent de troubles d'électrosensibilité. En fait, c'est une maladie qui n'est pas forcément avérée par l'OMS encore, mais qui a comme symptômes divers, des maux de tête, même qui peut aller jusqu'à obliger la personne à s'enfermer chez lui avec même, comme on peut voir là, des protections anti-ondes, et qui font leur vie autour des ondes en fait.
Ils vont même jusqu'à déménager en zone blanche pour pas recevoir ces ondes. Donc on peut se demander justement pourquoi on utilise ces ondes alors si elles sont dangereuses et pourquoi elles sont justement utilisées par nos portables. Donc premièrement, je vais vous parler des ondes. On va revenir aux bases. Par exemple, une onde, c'est quoi? C'est une déformation d'un champ qui entraîne une oscillation. Donc là, j'ai pris un exemple basique, même si c'est une onde mécanique, pas une onde électromagnétique. Mais là, quand vous bougez dans l'eau, vous déplacez des vagues, et les vagues, ce sont des ondes. Donc l'onde électromagnétique, c'est une onde périodique, donc qui est dans le temps, mais qui s'efface avec la distance. En fait, c'est la propagation d'une déformation du champ magnétique et électromagnétique qui évolue perpendiculairement, donc comme on peut le voir sur le schéma. Une onde, elle est caractérisée par plusieurs grandeurs physiques qui sont la période, le temps, c'est le temps d'une oscillation, le temps d'un cycle, la fréquence, le nombre d'oscillations qu'on a au cours de ce cycle justement, et la longueur d'onde qui est le temps entre deux schémas, enfin entre deux crêtes comme on peut le voir ici. Et donc, comme je disais, ils ont aussi une capacité, c'est que ce ne sont pas des ondes mécaniques, et donc elles n'ont pas besoin de matière pour se propager. C'est comme ça qu'elles se déplacent à la vitesse de la lumière dans le vide. Donc c'est comme ça que la lumière vient jusqu'à nous, parce que la lumière, c'est justement une onde électromagnétique. Mais la lumière ne fait qu'une infime partie de tous ces rayonnements. N'est qu'une infime partie de tous ces rayonnements existants. Donc comme on peut le voir là, elle fait même pas un dixième des rayonnements existants. Donc nous, on ne va pas trop s'intéresser à cela, mais à droite, à gauche, il faut savoir qu'il y a des rayonnements ionisants qui sont les plus dangereux parce qu'ils ont la plus haute fréquence et donc la plus haute énergie. Et il faut savoir que ces rayonnements, quand ils traversent un atome, ils peuvent le transformer en ion, donc en molécule instable. Et si l'atmosphère ne bloquait pas les rayons gamma provenant de l'espace, il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre. Et nous, on va s'intéresser plutôt à la partie de gauche, qui est celle des rayonnements non ionisants, et plus précisément aux fréquences radio, dans lesquelles évoluent nos téléphones cellulaires, justement, nos smartphones, et précisément aux ondes radiofréquences. Donc, en fait, le problème avec ces ondes-là, c'est que leur propriété, c'est qu'elles sont absorbées par les molécules d'eau, et que les liaisons d'hydrogène des molécules d'eau, elles s'agitent, et du coup, ça crée un échauffement et une élévation de la température. Et donc, pour pallier à ce problème, on a créé un indice mondial qui s'appelle le... Donc les ondes des téléphones portables, maintenant, les smartphones, ils utilisent 4 types d'ondes différentes. Les ondes GSM, qui sont les ondes téléphoniques, qui évoluent entre des fréquences de 800 à 2600 MHz et qui peuvent aller jusqu'à 30 km max en zone rurale. Parce qu'il n'y a pas des ondes... Maintenant, les antennes, bien qu'elles soient présentes partout, il y en a moins dans les zones rurales. Il y a aussi la Wi-Fi, qui évolue entre 2500 et 5000 MHz, mais qui n'a une distance max que de 300 mètres. Et puis le Bluetooth, que vous connaissez tous, qui évolue de 10 à 100 mètres, mais bon, 100 mètres c'est pour une variété de Bluetooth qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Et maintenant, le NFC, vous ne connaissez pas forcément tous, c'est Near Field Communication. Ça veut dire en fait, c'est pour les paiements sans contact ou même le transfert de données quand on colle un téléphone à un autre. Donc le problème de ces ondes radiofréquences, c'est qu'elles ont un impact sur les molécules d'eau, comme je disais, et que notre corps il est composé à 60% d'eau, et notre cerveau, plus précisément, a une barrière sans cerveau qui est composée de 90% d'eau. Et on a pu constater qu'au cours d'un appel de 30 minutes environ, notre cerveau il évoluait à une température de plus de 2 degrés ou 3 degrés Celsius, alors que notre cortex ne peut maintenir qu'une élévation d'1 degré Celsius. C'est-à-dire notre cerveau il peut aller maximum à 2 degrés de plus. Et on peut se dire quand même qu'un cerveau qui chauffe, c'est pas forcément une bonne chose. Donc on a mis en place un indice mondial qui s'appelle le DAS, vous en avez sûrement entendu parler. C'est le débit d'absorption spécifique. En fait, le DAS il est calculé, c'est un calcul assez compliqué, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est le nombre d'énergie par kilogramme, donc en watts par kilogramme. Et la limite européenne du DAS, c'est 2 watts par kilogramme pour 10 grammes de tissu au niveau de la tête et 0,8 watts par kilogramme pour l'ensemble du corps. Donc c'est une valeur qui est respectée principalement par tous les constructeurs de téléphones. Donc maintenant on peut voir que le taux d'absorption est différent selon l'âge et que par exemple sur un enfant de 5 ans il est
2 fois plus important que sur un adulte. C'est pour ça qu'il faut limiter l'usage du téléphone aux enfants, car le développement de leur cerveau n'est pas encore totalement fait, ils n'ont pas les mêmes défenses que nous. Et on peut voir que, oui, voilà, 2 fois plus. Et là, je vais vous parler de plusieurs études qui ont été menées et donc j'ai pas forcément d'image pour vous illustrer toutes ces études. Mais on peut parler notamment du NTP, National Toxicology Program, qui a effectué une étude très récente, dont les conclusions vont se faire vraiment dans l'année 2018, et qui avait fait en fait une étude sur des rats et des souris, où ils avaient mis 10 heures par jour, 10 minutes exposées à des rayonnements et 10 minutes pas exposées à des rayonnements. Et ils avaient vu en finale qu'il n'y avait que seulement les mâles rats qui ont été touchés par des tumeurs cérébrales, ce qui est quand même déjà un cas assez grave. Et, comme on n'a pas les conclusions définitives, on ne peut pas encore apporter ça à l'homme, et j'ai pas non plus les études pour le faire. Donc pour l'instant, on voit juste ça. Sinon, il y a aussi une affaire qui a été faite récemment, enfin dans les années 2015, qui a été faite Marcelli. Excusez-moi, c'était l'affaire Innocente Marcolini. C'est en fait la Cour de cassation d'une grande société qui a accepté de juger quelqu'un pour une maladie liée aux ondes. En fait, cette personne, il passait 6 heures par jour pour son travail en communication, donc le téléphone à l'oreille, et il a développé un problème au niveau du ganglion de Gasser, qui a fait 80% de l'immobilisation de son visage, ce qui est quand même assez important, je peux vous en douter. Et du coup, il s'est appuyé sur une étude de la faculté de médecine de Badou, qui a démontré que l'utilisation intensive du portable, ça augmentait les chances, les risques de cancer du cerveau. On a aussi pu voir des études menées sur de rats et des souris qui montraient que avec l'échauffement, la barrière hémato-encéphalique du cerveau, qui protège le cerveau des virus extérieurs ou autres, au bout de 20 minutes chez les mâles, elle se réduisait, au bout de 20 minutes d'exposition à un taux d'onde normal au cours d'un appel téléphonique, elle se réduisait et du coup elle permettait au virus de passer, ce qui est très inquiétant au vu de personnes qui passent plusieurs heures par jour au téléphone. Et même une étude montre la diminution de l'efficacité de la mémoire spatiale d'une souris. Par exemple, si elle est au bout de 2 heures par jour pendant une semaine exposée à des ondes les plus basses de nos téléphones portables, elle mettait beaucoup plus de temps que d'autres souris à repérer une plateforme au-dessus de l'eau. Donc voilà. Et aussi, il y a aussi un problème dont on parle souvent, qui est souvent d'actualité, c'est le problème lié à la fertilité. Donc ce sont des petites études, du coup on peut pas, il faudrait des études plus larges et plus grandes pour vraiment confirmer ces hypothèses. Mais en 2007 par exemple, la Cleveland Clinic aux États-Unis montrait que les hommes qui étaient très exposés aux ondes, ils voyaient une diminution de leur nombre de spermatozoïdes, même une malformation des spermatozoïdes qui les empêchait de mener à bien leur mission, donc d'aller féconder l'ovule, et du coup ça réduisait aussi leur durée de vie. Mais ça, faut pas vous inquiéter en fait. Ça vous inquiète quand même. Mais les spermatozoïdes en fait, petit à petit, ils se changent et au bout de 74 jours, toute trace de ces problèmes et ces anomalies, ils avaient disparu. Donc ça reste quand même assez important. Et aussi une autre étude plus récente de l'université du Queen's au Canada montre que les fréquences des portables, ça réduit la fertilité humaine en augmentant la testostérone, ce qui est quand même bizarre, vous allez me dire, mais en fait ça baisse le taux de LH. C'est une hormone lutéinisante qui permet justement le bon développement du sperme, comme on a pu le voir en réalité. Et donc cette étude, elle est petite, du coup on ne peut pas vraiment être confirmée, mais elle va être confirmée plus tard par une étude plus large qui s'appelle l'étude Cosmos, qui va arriver et qui aura ses conclusions en 2040 et qui suit une plus large population de 250 000 personnes
tout au cours de ces années jusqu'en 2040. Et on aura justement les conclusions de l'étude pour savoir si vraiment il y a un problème ou pas au niveau des ondes et de notre fertilité. Donc comme on a pu le voir, de nos jours il n'existe pas d'études qui peuvent prouver exactement la nocivité des ondes, mais il n'existe pas non plus des études qui peuvent prouver le contraire. Donc il y a forcément des risques, et c'est pourquoi l'OMS en 2000, donc l'Organisation mondiale de santé, a classé en 2011 les ondes des téléphones portables comme possiblement cancérigènes pour l'homme. Donc à tout risque, on peut dire qu'il y a des solutions, des moyens de prévention et des choses qui permettent de diminuer les risques. Donc par exemple, la plus grande des solutions, celle que vous savez sûrement tous, ce serait de se séparer totalement de son téléphone et d'aller habiter en zone blanche où il n'y a pas d'ondes électromagnétiques. Mais je pense que c'est une solution qui est assez radicale et même peut-être trop pour la plupart d'entre nous. Donc il y a d'autres moyens plus simples et aussi assez efficaces pour pouvoir diminuer notre exposition aux ondes. Par exemple, faire des appels beaucoup moins longs, passer au maximum 30 minutes par jour à notre téléphone. Je pense que maintenant c'est plus trop d'usage parce qu'il y a beaucoup d'utilisation des SMS ou autres, mais quand même. Et si jamais vous appelez souvent, préférez l'usage d'oreillettes Bluetooth qui permettent de mettre nos téléphones dans nos sacs, parce que l'onde des Bluetooth apporte beaucoup moins d'énergie et donc moins de danger à notre cerveau. Ou encore utiliser des écouteurs normaux, mais en tenant votre téléphone dans votre main, sinon ça sert à rien parce qu'il sera quand même proche d'un organe vital. Sinon, si vous n'utilisez pas votre téléphone portable, quand vous n'utilisez pas votre téléphone portable ou la nuit par exemple, et surtout quand vous le branchez, il faudrait l'éloigner de vous ou même le mettre dans une autre pièce, parce que brancher un téléphone portable, il envoie beaucoup plus d'ondes que pas branché. Et au cours de la nuit notamment, on sait que les iPhones, ils envoient, alors qu'on ne les utilise pas, ils envoient énormément d'ondes d'informations. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'au cours de la nuit, oui. Si on met en mode avion, c'est bon quoi. Ouais. Si tu mets en mode avion, c'est normal, ça enlève toutes les ondes qui proviennent de ton téléphone. Donc c'est justement ce que je voulais dire plus tard. Et du coup, et aussi limiter, comme on l'a vu, l'usage du téléphone aux enfants. Et l'utiliser, par exemple la 4G, quand vous l'utilisez, vaut mieux ne pas l'utiliser en déplacement ou dans des zones où il y a très peu de 4G, parce que notre téléphone il augmentera sa fréquence, il augmentera la puissance de l'onde émise pour aller rechercher justement toutes ces ondes autour de nous, et ce sera plus dangereux pour notre santé. Voilà. Donc voilà, on vient au terme de cette conférence, au terme de notre intervention. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous aura pas fait trop peur en tout cas. Parce que bon, c'est vrai que faut dire quand même, le portable c'est génial, on peut faire plein de trucs avec, hein. Tout le monde s'en sert, même là, avant que vous arriviez dans la salle, vous étiez dessus. Mais il faut quand même faire attention, comme on vous l'a montré là, que il faut faire attention à notre usage et peut-être pas faire un usage trop intensif du portable. Donc merci à vous d'avoir écouté patiemment notre exposé, enfin notre TPE, même si par moment on n'a pas été clair. Merci de nous avoir écoutés. Et aussi merci à Monsieur Gillet et Monsieur Ami, nos professeurs de TPE, qui nous ont permis de réaliser cette conférence et d'avoir cette amphi. Donc faut pas oublier que le téléphone c'est une nouvelle technologie, on connaît pas encore toutes ses conséquences, et c'est lui qui doit évoluer par rapport à nous et pas nous qui devons évoluer par rapport à lui. Mais en attendant, il faut quand même essayer de prévenir tous les risques. Donc si vous avez aimé cette conférence, n'hésitez pas à faire partager vos idées. Donc voilà, et puis surtout réfléchissez bien et agissez bien, et puis bon après-midi et bonnes vacances. Voilà. Maintenant, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont des questions, on est là pour y répondre. Oui, Rudy. C'est bon, tu as parlé de la macula. Ouais. Est-ce que c'est pareil que la fovea Ouais, en fait, dans la macula, t'as la fovea. Donc, en gros, pour resituer, vous avez vu ça, non? En ES aussi. C'est qu'à l'intérieur de la macula, donc c'est la zone d'acuité maximale. Et à l'intérieur de cette macula, il y a une autre zone encore plus précise qu'on appelle la fovea. Et là, c'est vraiment le cœur de notre vision, de la précision de notre vision. Oui, Antoine? Est-ce que ça fait pareil pour tous les écrans, c'est uniquement pour les écrans de téléphone?
Ah bah ça, vous connaissez... Non, mais les écrans. Par rapport à la lumière bleue, c'est ça que tu parles. Ouais, bah oui, forcément, c'est chaque écran qui est éclairé avec des LED, donc que ce soit la télé, que ce soit un ordinateur, c'est la même chose, mais par exemple la télé qui est plus loin, donc il y a moins de risques. En fait, t'es quand même à 2-3 mètres de la télé, donc il y a moins de risques. L'ordinateur, c'est la même chose. Par contre, le portable, souvent, tu l'as proche de toi. Même la nuit, on l'a presque là, enfin, quand on l'utilise, dans le lit par exemple, du coup, c'est bien ça. Et si tu regardes, tu as aussi les mêmes trucs qui permettent d'enlever les ondes, les lumières bleues sur les écrans d'ordinateur. Parce que la télé, il n'y en a pas forcément vu que tu es loin et les lumières bleues n'agissent pas sur vos yeux. Oui, Kylian. Les images qui sont vidéo projetées comme celle ici au tableau, est-ce que on considère que c'est un écran ou alors c'est comme une tapisserie ou... Une tapisserie. Non, bah après, je vais tomber quoi. Non, là en fait, ce qu'on fait dans le vidéoprojecteur, c'est que si tu as la lumière qui est divisée, donc c'est une lumière blanche, comme celle du soleil. Et là, en fait, si tu regardes, du moment que tu te rapproches pas trop, là c'est pas gênant. Le problème, c'est si tu regardes le vidéoprojecteur dans les yeux. L'avantage du vidéoprojecteur, l'intérêt, c'est justement de regarder au tableau, et là ça te fera pas mal aux yeux, c'est comme un écran en soi. Là ici, tu es beaucoup trop loin pour qu'il y ait des répercussions sur toi. Par contre, dis pas que si tu veux faire le malin, mettre tes yeux en face, oui, là va y avoir des répercussions. Mais sinon, en soi, là, t'inquiète pas, tu vas bien dormir ce soir et ça, tu vas pas être bouleversé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? N'hésitez pas. Hein. Vous avez fait un sondage, qui vous avez interrogé? Alors, ouais, bah, du coup, en fait, c'est des personnes sur le lycée. On avait fait un sondage qu'on a mis sur Pronote et aussi des personnes dans notre réseau, dans nos contacts sur nos réseaux sociaux. Pour savoir. On a eu 317 réponses. Ouais, 317 réponses, dont la plupart qui étaient entre la seconde et la terminale. Et sinon, on a eu des personnes, même une personne de 70 ans qui a répondu. Est-ce que vous avez le téléphone dans votre poche? Non. Maintenant, puisqu'on a fait tout ce qu'on a travaillé, parce que là on vous a pas tout dit, mais on a fait plein de trucs avec le TPE. Et du coup, on n'est pas trop rassuré par rapport au portable, mais bon. Oui. Moi justement, depuis qu'on a fait le TPE, j'utilise constamment un filtre de lumière bleue. Enfin, ça me change pas beaucoup. Au début, il faut s'habituer parce que les couleurs justement changent sur votre écran. Ça fait des couleurs plus jaunes. Mais après, au fur et à mesure, on s'y habitue, on n'y pense même plus. Et on voit bien, même nous, quand on passe plus de temps sur nos téléphones, que ça a moins d'impact sur nos yeux, qu'on a moins mal à la tête, même après une longue utilisation. Finalement, rien ne nous empêche, que ce soit pour la lumière bleue, mais même pour les ondes, rien ne nous empêche de mettre en mode avion la nuit ou les moments où on ne se sert pas. Et puis, c'est pas très grave si on est isolé pendant 1 heure ou 2 de tout ce qui va se passer sur notre portable, on les retrouvera juste après, quoi. En fait, on s'est rendu compte que si on n'était pas dans l'information, dans la ligne presse, c'était pas forcément grave et qu'il fallait peut-être des fois favoriser la santé au lieu de favoriser forcément le message, répondre directement. La nuit, on met notre portable en mode avion, ça dure 8 heures et puis si quelqu'un a quelque chose à nous le dire, il nous le dira le lendemain et ça sera pas dérangeant. Voilà. Oui, Antoine. Par exemple, là, on voit une photo où il y a un stade avancé par rapport à la lumière bleue. Qu'est-ce qui se passe sur le stade terminal? Ah, au stade, tu parles pour la DMR? Oui. Là, pour le stade terminal, bon, après, là, tu dis c'est déjà un stade bien avancé. Hein. Là, quand tu vas comme ça, c'est que la personne, comme dit, c'est peut-être Kylian qui a regardé son vidéoprojecteur pendant 1 heure, quoi. Mais sinon, au stade terminal, tu te doutes bien que tu deviens aveugle en fait. Mais là vraiment pour devenir aveugle avec une dégénérescence maculaire liée à l'âge, faut y aller. Donc, mais en tout cas c'est sûr que ce problème-là, ça te coûtera des problèmes de vision par la suite et peut-être du coup le port d'une lunette ou même d'opération. Mais c'est pas forcément ça qui va te rendre aveugle. Oui Gabriel. Pourquoi les lumières bleues elles ont plus de problèmes que les autres lumières? Pourquoi c'est bleu et pas parce que justement, comme je dis, il y a plus de fréquences et plus de fréquences apporte plus d'énergie. Et l'énergie est justement dangereuse pour notre corps, que ce soit au niveau du cerveau et autres et des yeux. En fait, c'est un peu Gabriel, c'est un peu ce qu'on a essayé de. ce qu'il a fait de prouver tout à l'heure. Donc c'est juste qu'elle a une énergie plus importante et que la lumière bleue
a un impact important sur le fait de, en fait, il dit à notre cerveau, pour un peu vulgariser, il dit à notre cerveau, tiens, il est midi ou il est 8 heures en fonction de l'intensité, quoi. Oui, Rudy? Et vous seriez prêt à vous passer complètement de votre téléphone ou pas? Très clairement. Bah, si on est sincère, non. Enfin, on ne peut pas se pincer complètement, mais on peut diminuer notre activité au niveau de notre téléphone et même par période le mettre en mode avion, comme je sais, Rémi le fait souvent. Par exemple, en cours, en pleine journée, vous ne pourrez jamais contacter Rémi parce qu'il est tout le temps en mode avion. Et puis, après, on ne dit pas là justement, ce qu'on dit c'est que le smartphone c'est hyper pratique, hein, on va pas vous dire le contraire. C'est juste essayer par exemple de limiter quelques petits gestes simples qui au final vont faire que vous aurez une vie meilleure et plus saine par la suite. Mais sinon c'est un outil formidable, hein, c'est juste qu'il faut faire attention, quoi. Et après, moi c'est vraiment mon avis personnel, mais avec toutes les recherches qu'on a pu faire et tout, je pense que du coup, si ça influence sur notre sommeil, si ça influence sur nos relations sociales et tout, je pense que ça peut vraiment influencer aussi sur le niveau scolaire, sur peut-être, en tout cas, t'es plus ou moins concentré en cours, et du coup, voilà, ça c'est mon avis. Marie, t'as une question? Après. Les ondes Wi-Fi, est-ce qu'elles sont nocives? Alors là, on va laisser notre spécialiste en la matière. Donc, les ondes Wi-Fi, on a vu, elles évoluent entre 2,4 MHz et 5000. 2,4 MHz, c'est en fait gigahertz, je veux dire, c'est en fait les ondes qui produisent nos micro-ondes. Sauf qu'elles sont plus diffuses dans l'espace et généralement tu dors pas à côté de ta box Wi-Fi. Donc ça ne fait pas de problème normalement pour la santé par rapport aux ondes téléphoniques qui sont même à 2 mm, même collées à notre peau au cours d'un appel téléphonique. Avant il y avait Arthur et après Arthur. Comment vous expliquez alors que les créateurs des grandes firmes de téléphone comme Steve Jobs, etc., interdisent totalement l'utilisation des téléphones et ne le réduisent pas à quelques heures, etc., pour leurs enfants? C'est un problème politique, on va pas rentrer en détail, mais en soi, leur but, non, mais ça reste quand même un peu de faire du profit. Donc après, au départ, quand on a découvert le téléphone, on était dans l'innovation, on n'a pas forcément pensé aux impacts que ça pourrait avoir derrière. Donc là, ils sont en train de revenir dessus, avec tout ce qui est filtre de lumière bleue, avec la prévention, etc. Mais ils peuvent pas officiellement clamer sur tous les toits, oh bah ce qu'ils vendent c'est hyper dangereux, n'en prenez pas, quoi. Donc ils sont en train de développer petit à petit les choses pour qu'on ait un mode de vie plus sain, mais en attendant, ils ont interdit à leurs enfants. Voilà, donc pour les protéger, enfin, quand elle a dit qu'ils avaient interdit, c'est interdit jusqu'à 14 ans. Après, ils ont quand même eu le droit de les prendre, après, je sais pas comment ils réglementent, je dis pas avec Steve Jobs, mais... Ouais, c'est déjà, en fait, ils savent que... moi je pense qu'ils savent que ça a un impact, parce que par exemple, que ce soit sur les boîtes de téléphones portables, il y a le petit logo, enfin, plein de choses comme ça, et donc ils le savent très bien que ça a un impact et du coup que forcément ça leur convient d'interdire le téléphone portable à leurs enfants parce que eux ils le savent et peut-être que du coup il y a des gens, la plupart des gens ne le savent pas et du coup Donc Monsieur Corrève. Oui, j'ai une inquiétude. Quand je me mets à côté de mon micro, ça me fait mal à la tête. Normalement ils sont protégés par une barrière qui empêche les ondes de passer. C'est mieux de ne pas se mettre à côté des micro-ondes, je pense. Mais du coup, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être que vous êtes atteint de, quand je disais, l'électrosensibilité. Mais après, oui, il y a différents niveaux, monsieur. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas vivre avec les ondes. Je crois pas que ce soit votre cas. Donc, il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Oui, Rudy ? Est-ce que vous avez une idée de la prochaine évolution du portable? Qu'est-ce que ça va devenir? La prochaine évolution, c'est déjà le filtre de lumière bleue intégré à tous les smartphones, je pense, qui est une norme qui sort par rapport à ça. Ou également par le DAS, parce que le DAS, on a parlé tout à l'heure, c'est une réglementation seulement européenne. Il y a des réglementations qui sont plus ou moins importantes en fonction des pays. Il faut que ça devienne universel et qu'on arrive à restreindre. Donc, à mon avis, l'évolution des gaz sera au niveau des lois, au niveau législatif, et après, dans le futur, je sais pas, essayer de restreindre justement la puissance des ondes, essayer de réguler l'efficacité et santé, quoi. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec la 5G, la 5G elle est très puissante, mais après, quels impacts ça va avoir sur notre corps, quoi. Voilà.
Oui, Kylian. C'est quoi la différence entre la 4G et la 5G? Et pourquoi la 5G n'est pas déjà en place aujourd'hui? En fait, déjà, la 4G, elle n'est même pas encore complètement développée, qui veulent lancer la 5G. Et la 5G, en fait, c'est qu'ils utilisent des bandes de fréquences encore plus élevées. Et ça permettra de charger des vidéos en quelques secondes, même de télécharger des vidéos en quelques secondes pour pouvoir les regarder. En fait, c'est juste beaucoup marketing, c'est pour pouvoir proposer plus et vendre plus. Oui, c'est aussi une évolution scientifique, mais c'est surtout poussé par le marketing. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, Rudy avant tout. Rudy va pas partir en vacances, c'est ça? C'est sur votre schéma, là, 3, 6. Alors, ouais, attends, je te le remets si tu veux. Ouais, en fait, ça, c'est une association en fait, qui a mis ça en place pour conseiller en fait, les parents. Pour conseiller les parents en fait, de comment introduire les écrans dans la vie des enfants en fait. Donc par exemple à 3 ans c'est la télé, mais c'est vraiment c'est quand même dans les cas les plus extrêmes. Mais du coup là c'est à 3 ans la télé, à 6 ans les jeux vidéo, à 9 ans internet et puis à 2 ans les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment dans les cas les plus extrêmes parce que moi je sais que il y a beaucoup de personnes de 6 ans qui n'ont pas encore accès aux jeux vidéo ou des personnes de 12 ans qui ne sont toujours pas sur les réseaux sociaux. Après, voilà. Et généralement, c'est pas conseillé avant 5 ans de mettre la télé à un enfant parce que ça fait une surdose d'informations qui est mauvais pour son développement cérébral. Donc, voilà, et bien merci beaucoup. Et du coup, bonne vacances à vous. La